Donc je vous propose de continuer la plongée dans le monde de la formation professionnelle en accueillant Marie Ducastel, qui est présidente du directoire du groupe Abilways, qui est un des leaders du marché de la formation professionnelle et qui va vous présenter sa vision des différents enjeux, des actualités et vous apporter ses insights. Bienvenue. Merci Antoine, bonjour tout le monde. Moi, Antoine m'a demandé de vous ramener sur le plancher des vaches, donc j'espère que je ne vais pas paraître très historique par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui. Je voudrais juste rebondir sur les 2-3 questions qu'il y a eu tout à l'heure. Il y a quand même quelques chiffres qui sortent sur la formation et qui ne sont pas complètement fantaisistes, qu'on peut consulter avec pas mal de retard en général, puisque c'est la DRS qui les ressort et qui les sort, et en général il y a plusieurs années. Mais enfin, on s'accorde effectivement à penser que le marché de l'e-learning, pas forcément tel qu'il est consommé en intra dans les entreprises, mais en tout cas des boîtes qui développent du e-learning en prestataire, est aujourd'hui en France de 150 millions d'euros. Donc assez faible en fait, mais effectivement en croissance de 25% par an. Donc voilà. Et il y avait une autre question qui a été posée, oui, sur les universités d'entreprise. Ben, effectivement, ça, je suis tout à fait avec ce que vous avez dit. Ça existe depuis longtemps, c'est développé dans beaucoup d'entreprises pour plein de raisons différentes, mais je vais vous en dire un mot tout à l'heure. Alors, ah oui, sur les 30 milliards d'euros, 32 milliards d'euros du marché de la formation, ça y aurait beaucoup à dire. Moi, dans mon groupe, on forme les journalistes et là-dessus, je me disais, zut, ils ont peut-être pas été très bien formés. Les 32 milliards, ça comporte un peu tout et n'importe quoi. Ça comporte le budget de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Ça comporte toute la formation des publics défavorisés, donc tout ce qui est fait au niveau de Pôle emploi. Enfin, c'est vraiment une masse, je dirais, on additionne des choux, des carottes, des immeubles et des tables. Si on prend le marché de la formation professionnelle privée au sens plus strict, qui inclut l'informatique et les langues, qui représentent encore toujours des masses importantes, on est plutôt autour de 13 milliards d'euros. Et dans les 13 milliards d'euros, la moitié correspond en fait au salaire des gens qui viennent en formation, qui sont pris en charge. Donc sur la prestation elle-même, on est plutôt sur un marché de 6 milliards d'euros en France, si on considère le secteur privé. Donc encore une fois, on met de côté la formation publique, les Greta, etc., etc. Voilà. Donc, mais en fait, finalement, c'est une bonne introduction à ce que je voulais vous dire, parce que la formation professionnelle, je crois que la caractéristique principale de ce marché, c'est que c'est un marché extrêmement bordélique, où on a un peu du mal à se retrouver. Et c'est pas tellement simplement le cas en France. Hein. Si vous regardez les business d'une manière générale, je connais moins l'Asie, mais enfin, si on regarde les États-Unis, où quand même il y a beaucoup dans le service, ils sont quand même toujours les leaders, et notamment certaines acquisitions dans notre domaine de la formation qui viennent d'avoir lieu montrent bien que les États-Unis sont encore le plus porteurs sur ce marché. Et bien même aux États-Unis, où il y a quand même des leaders, où il y a quand même des gros opérateurs, mais on n'a pas dans la formation, comme il peut y avoir dans la grande distribution, dans l'audit, dans plein d'autres domaines, on n'a pas un grand modèle dominant qui ratisse le monde entier et qui est suivi, donc avec un leader et derrière des challengers qui le suivent. On a une multitude de modèles, une multitude de marchés, une multitude de savoir-faire et du coup il était assez difficile de prédire l'avenir de la formation professionnelle parce que voilà, ces multitudes de marchés évoluent les unes avec les autres et pas forcément au même rythme. Pour revenir un petit peu sur ce qui fonde ce marché de la formation, enfin de la formation professionnelle en tout cas, je pense que l'évolution principale que ce marché a connue, je dirais ces 10-5 dernières années, c'est assez récent en fait, et qui est particulière en France. En France, vous savez qu'il y a une loi en 71 qui a structuré le marché de la formation, puisqu'on a rendu la formation obligatoire avec les plans de formation et un financement obligatoire. Du coup, ça a créé une espèce d'obligation fiscale. Du coup, ça a structuré le marché de la formation en France de manière assez particulière par rapport au reste du monde. Et en fait, pendant des années, quand on allait se former, dans l'entreprise, on dépensait le budget de la formation, il fallait dépenser le budget. Et quand on était un salarié, on nous envoyait en formation en nous disant, écoute, il faut dépenser le budget. Donc la réalité, c'était que les budgets de formation étaient dépensés, mais vraiment sans absolument aucune vision stratégique de la formation. Et les gens allaient en formation et parfois atterrissaient dans les stages en se demandant ce qu'ils faisaient là et en se demandant si le stage était bien parce qu'il était à côté des Galeries Lafayette et qu'on pouvait partir faire des courses entre deux, voire pendant tout le stage. Je caricature à peine, hein, vraiment. Ce qui s'est passé il y a quelques années quand même, c'est qu'on a quand même compris que l'homme était le capital, un des capitaux les plus importants de l'entreprise.
Et que donc, pour que l'homme, le capital humain, adhère au changement et aux évolutions de l'entreprise, eh ben, la formation était un levier social, un outil assez intelligent et en plus financé, puisque l'argent, il était déjà dépensé, donc on avait déjà le budget et on pouvait former les gens sans que ce soit compliqué. Donc il y a eu vraiment la compréhension et qui a été de plus en plus forte, hein, parce que bon, vous savez bien, les entreprises sont soumises à des changements de plus en plus rapides, une mutation qui s'accélère. Les collaborateurs dans l'entreprise sont pas forcément naturellement totalement agiles et totalement dans l'empathie avec cette rapidité. Donc les organismes, enfin les entreprises de manière générale, utilisent la formation vraiment pour travailler dans ces évolutions et dans ce changement, dans cet accompagnement du changement. Donc très concrètement, ça s'est manifesté de manière très pratique. Hein. Les responsables formation, il y a 15 ans, c'était vraiment des gens qui collectaient des catalogues dans un bureau et en gros qui cochaient des cases. Et puis maintenant, ce sont des gens qui sont vraiment dans l'accompagnement du développement, dans l'accompagnement du capital humain, qui sont en liaison avec la stratégie de l'entreprise et qui doivent mettre en œuvre dans la formation, à travers la formation, la stratégie de l'entreprise. C'est encore en chemin, je dirais, en France. Aux États-Unis, il y a déjà pas mal de learning directors qui sont rattachés non plus au RH, mais directement au CEO. Donc, c'est en train de monter en puissance vraiment fortement. Un autre exemple, ça a été effectivement par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Avant, on dépensait le budget de formation. Maintenant, quand les gens vont faire leurs EAP, leurs entretiens annuels, ils demandent des formations. Ils sont vraiment proactifs. Donc, il y a vraiment une évolution très forte sur la consommation de la formation. Les universités d'entreprise aussi ont participé de ce développement. Les patrons se sont rendus compte que pour faire passer les messages de l'entreprise, l'université était un excellent moyen pour le faire. Donc, tout ça, ça a quand même développé les choses du point de vue de l'entreprise elle-même, mais ce qui a beaucoup bougé aussi, finalement, c'est le client final, c'est-à-dire l'usager de la formation, le participant. Donc avant, il venait en formation, voilà, parce qu'on lui avait demandé d'être là, et maintenant, il le choisit, il sait qu'il va pas forcément faire le même job toute sa vie, il sait que pour être employable, pour maintenir son employabilité, il faut qu'il se mette à jour en permanence de savoir-faire, de compétences diverses et variées qu'il avait peut-être pas au départ, obsolescence de nos connaissances de plus en plus rapide. Parfois ils ont envie de changer de job, tout simplement, on a envie de changer de vie. Donc la formation maintenant aussi c'est pris par le participant comme un moyen vraiment de prendre sa carrière en main, d'être là aussi très proactif. Donc du coup, si vous voulez, ça a considérablement aussi changé les attentes, ça a changé l'évaluation de la formation. Aujourd'hui, on veut vraiment avoir un retour sur investissement, qu'on soit l'entreprise ou qu'on soit le participant. Et ça a développé aussi des nouvelles accroches sur la formation. Il y a de plus en plus de gens de 35 ans, 40 ans qui font des formations longues, qui vont rechercher un diplôme ou un certificat ou quelque chose qui leur permette de valider leurs acquis, leurs expériences et qui leur permette de capitaliser sur leur CV. Donc tout ça, ça a fait un marché qui a quand même beaucoup bougé. Et je pense que ça va s'accélérer. Internet, qui a donné accès évidemment à toute l'offre de formation, a permis aussi une évolution B2B2C. C'est-à-dire qu'avant, quand vous vouliez vous former en formation professionnelle, enfin je veux dire d'ailleurs les boîtes de formation professionnelle ne sont pas des marques connues du grand public. Avant, c'était vraiment le directeur de formation qui avait la connaissance. Maintenant, on va directement sur Internet. On va chercher sur Internet ce qu'on a envie de faire comme formation et chez quel organisme. Donc, il se développe une approche beaucoup plus directe avec le participant. Ce qui a changé aussi sur le marché de la formation, et on peut se demander d'ailleurs si les évolutions en cours vont le structurer encore plus, donc dans ce marché que j'ai qualifié, c'est pas très élégant, de bordélique, mais initialement le marché de la formation, c'est très national et c'est très fragmenté. Très national, c'est-à-dire que bon, plus ceux qui ont autour de 20 ans, mais quand on est un peu plus âgé comme moi, et ben on a fait ses études en France, et moi quand j'ai fini mes études, on commençait à partir en année de césure à l'étranger, mais c'était vraiment le tout début. Donc le marché était très national, très fragmenté, il le demeure. Il faut savoir qu'il y a 50 000 organismes de formation référencés en France. Référencés, ça veut dire qu'ils ont un numéro d'existence. Il y en a 1000 qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc ça vous donne déjà une évolution, enfin ça enlève déjà beaucoup de prestataires.
Historiquement aussi, on distingue vraiment formation initiale et formation continue. Hein, donc c'était très séparé. La formation initiale longue qui délivre un diplôme, la formation continue court qui en général ne délivre pas de diplôme. Ça, cette séparation, elle a complètement sauté. Aujourd'hui, l'initiale se fait de plus en plus en alternance dans l'entreprise. La formation continue est de plus en plus longue et délivre des diplômes, etc. Donc cette séparation, elle a complètement sauté. Donc on peut dire qu'il y a vraiment une convergence. Évidemment, ce qu'on a évoqué sur l'international, vous savez aussi. Et puis, il y a aussi une convergence entre formation et conseil. C'est-à-dire quand on fait de la formation intra, donc du custom, on est globalement aussi bien dans la formation que dans du conseil. Donc tout ça, ça a évidemment changé notre façon de travailler. Beaucoup changé notre façon de travailler. On est passé du teaching au learning. On est beaucoup plus dans l'action learning, dans l'opérationnel. On a changé aussi les modalités d'apprentissage. On est beaucoup plus aujourd'hui dans la co-construction avec les salariés, avec les responsables formation des programmes. Hein, donc c'est beaucoup moins top-down évidemment qu'avant. D'ailleurs, à ce propos, moi, je voudrais dire que c'est vrai que dans ce qu'on entend sur les discours de la formation, on parle beaucoup, évidemment, aujourd'hui avec Internet, enfin, avec l'évolution du digital, de pédagogie inversée. Et c'est sûr que les formateurs sont pas tous armés pour faire ça. Mais une réalité de la formation continue, enfin, moi, je suis dans ce métier depuis quand même assez longtemps. Et l'interactivité, enfin, le cours amphithéâtre qu'on peut connaître dans la formation initiale, ça n'existe quasiment pas en formation continue. On est sur des petits groupes, c'est hyper interactif. En général, il y a des exercices. Enfin, il n'y a pas énormément de formation continue ou quand vous êtes en management, quand vous êtes en prise de parole en public et même dans la rédaction de clauses d'impact d'actionnaire en droit. En général, vous pratiquez. Hein, donc, cette espèce de discours qui consistera à dire que c'est extrêmement théorique. Là, il faut se garder aussi il faut regarder la réalité. On est quand même sur un marché, donc une activité marchande avec beaucoup de concurrence, comme vous l'avez entendu. Donc, si c'était ennuyeux et inefficace, voilà, quand on est ennuyeux et inefficace, en général, il n'y a pas de raison de subsister. Voilà. Donc c'est vrai que du point de vue des contenus et du point de vue de la mobilisation de nos clients, c'est complètement différent. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que on va de plus en plus vers du multicanal, vers du multiformat. On fait déjà ce qu'on a appelé, nous on a beaucoup de formations en catalogue, mais qui sont blendérisés, c'est-à-dire avec des prérequis ou des sessions à distance avant, pendant, après. Ce qui est sûr, c'est que quel que soit l'âge de nos participants, on a besoin de faire un accompagnement extrêmement fort pour que les gens prennent le prérequis en formation. Donc nous, on pensait que c'était évident qu'ils allaient arriver en cours en ayant suivi les prérequis et qu'ils allaient pouvoir directement... Bon, dans la réalité, je dirais qu'il y en a 2 sur 100 qui le suivent spontanément. Donc la réalité, c'est en fait que c'est pas si facile. Voilà, et je pense qu'une des problématiques qui fait que le e-learning n'a pas explosé depuis 15 ans ou 20 ans qu'on en parle, c'est l'isolement de l'apprenant, hein, très clairement. Et ça, finalement, on peut peut-être s'en réjouir. Vous en parliez tout à l'heure, le fait d'être tout seul derrière son écran, c'est pas forcément ce que les gens recherchent. Et bon, nous, moi, il se trouve qu'il y a 15 ans dans ma boîte, on avait créé EFE TV. C'était un peu les MOOCs avant l'heure, mais il n'y avait pas le réseau social. À l'époque, il n'y avait même pas de carte son sur les ordi. On pensait que ça allait arriver dans les 6 mois. Ça arrivait 4 ans plus tard. Inutile de vous dire qu'on parle des MOOCs maintenant 15 ans plus tard. Donc, time to market dans notre métier, c'est vraiment un sujet. Mais la réalité aussi, c'est que voilà, les gens, est-ce qu'ils ont envie d'apprendre tout seuls derrière leur ordi? Nous, on a vu passer la vague du e-learning qui n'a jamais vraiment décollé. On a vu passer la vague du serious game aussi, où on s'est dit, ouais, le serious game, ça va être génial, etc. Et bon, ça n'a jamais vraiment décollé non plus. Il y a même eu, de manière encore plus fugace, Second Life. Il y a quand même des boîtes qui se sont construites avec quand même un peu de densité. Skillsoft aux États-Unis, qui doit faire autour de 450-500 millions de dollars de chiffre d'affaires et qui produit des modules, enfin une bibliothèque numérique globale avec des modules, des vidéos, de l'édition. Le petit français Cross Knowledge que vous connaissez peut-être, qui avait fait des modules de formation comme ça aussi en inter, qui vient d'être vendu à l'éditeur Wiley aux États-Unis avec une belle valo. Donc voilà, est-ce que ça veut dire que l'édition et la formation vont à nouveau se rejoindre? En tout cas, voilà, tout ça, c'est beaucoup de points d'interrogation qui sont évidemment remis sur le devant de la scène avec les MOOC. Nous, on est assez convaincus quand même que l'isolement de l'apprenant, voilà, c'est un problème sur lequel il faut s'appesantir. Moi, j'entendais parler
Isaac, qui est le patron de digital de Dauphine, qui disait, et je trouvais ça très intéressant, que les facs et les bibliothèques universitaires avaient jamais été aussi pleines. Donc, à la fois, il faut qu'il y ait une partie des cours qui soient à distance, mais en même temps, certainement pas renoncer au présentiel. Voilà, et puis nous, dans tout ça, évidemment, on s'interroge sur les évolutions, les MOOCs, évidemment, aussi. Quid du business model? De quoi les entreprises vont se saisir? Ce qui est certain, c'est que la demande est beaucoup plus immédiate qu'avant, c'est-à-dire qu'on veut un contenu, on le veut tout de suite. Donc c'est vrai que ça, il faut pouvoir y répondre. On veut toujours plus d'opérationnel. On veut évidemment, et c'est normal, de l'échange entre pairs. Encore là aussi, on a fait des tests de réseau social d'apprenants. C'est pas non plus, ça marche pas non plus tout seul. Hein. Donc tout ça sont des usages qui sont en train de se créer, des habitudes qui sont en train de se créer. Et voilà. Donc du coup, dire quel est l'avenir de la formation professionnelle, j'aimerais bien avoir des certitudes, mais en fait, je n'en ai aucune. Mais peut-être que c'est rassurant. Est-ce qu'il y aura l'émergence d'un modèle dominant? Est-ce que finalement on est en train de regarder à l'ouest, mais est-ce que c'est pas de l'Asie aussi que viendront certaines solutions? Ce dont on est à peu près sûr, c'est que voilà, on capitalise sur le fait que l'homme est un animal social, qu'il faut toujours plus de rapidité, d'instantanéité, qu'on est évidemment toujours plus connecté et que donc il faut pouvoir répondre à ses usages. Et puis que finalement, apprendre tout seul, c'est pas si marrant que ça. Donc voilà, nous on essaye de combiner l'ensemble de ces critères pour proposer des expériences apprenants un peu différentes. Voilà. J'espère que... Est-ce que vous avez des questions? Merci pour cet exposé très complet. J'ai relu récemment un petit article de Michel Serres et je voulais avoir votre avis là-dessus, où il dit dans le fond, il faut s'intéresser aux médiums. Voilà, quand le livre est arrivé, eh bien finalement les sciences expérimentales sont nées parce qu'on n'avait plus besoin voilà, d'espace mental pour se transmettre l'information, puisque c'était dans les livres, donc on a libéré du temps de cerveau. Et ça a provoqué l'apparition des sciences expérimentales. Et Michel Serres de continuer son propos et de dire maintenant, intéressons-nous au médium, au canal. Le canal est bien plus important que le contenu. Est-ce que ce canal, donc Internet et toutes ces applications sociales, va générer un nouveau contenu? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'ai lu cet article aussi, que j'ai trouvé assez intéressant. Moi, ce que je pense... Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui traînent, hein, et finalement, quelle sera la vérité? Est-ce qu'on peut apprendre tout seul? Est-ce qu'on peut trouver les contenus tout seul? J'ai oublié le nom de cet Indien, mais que j'avais écouté à une TED qui avait fait une expérience incroyable où il mettait des ordinateurs dans des villages, voilà, des villages indiens, et voilà, ils apprenaient tout seuls, etc. Donc on peut se dire effectivement que quand on regarde cette expérience-là, on se dit finalement, c'est le médium qui compte et le contenu. Après, ils ont appris des choses, que ce soit sur la physique quantique ou sur l'astronomie, peu importe. Voilà. Après, si vous voulez, moi je me positionne, enfin il y a une dynamique aussi entreprise, professionnelle. Nous, on rend un service, on n'est pas, enfin quand on parle des MOOC et que c'est pour éduquer le plus grand nombre, etc. Dans l'entreprise, nous le service qu'on rend, c'est vraiment un service très particulier qui nous est demandé par un client qui veut arriver à un objectif assez précis en général. Et là, si vous voulez, finalement, les choses peuvent être très évanescentes, mais l'entreprise c'est quand même du tangible. Elle a besoin de partir d'un point A, d'arriver à un point B, avec un certain nombre de contenu, avec un certain nombre de savoir-faire. Il y a des choses qui doivent passer, enfin il doit y avoir un changement entre les deux. Donc voilà, je pense que, en tout cas sur notre métier à nous, le contenu a un rôle important et l'expertise aussi. Et nous c'est ce qu'on défend parce que vraiment on part pas, vous voyez, dans des choses assez libres. Et ce qui est vrai, c'est que nous, on constate aussi, quand on parle on n'en a pas parlé, mais le social learning, ça aussi, il y a eu grand discours il y a 2-3 ans. Moi, je travaille beaucoup avec les institutions européennes. Tout le monde allait se former en social learning avec les pairs, etc., etc. Mais dans l'entreprise, si ce savoir il n'est pas capitalisé, si c'est pas lié à du knowledge management, ça s'envole, quoi. Enfin, je veux dire, quelqu'un part à la retraite ou change de boîte et ce savoir-là il disparaît. Donc au-delà, il y a le discours effectivement. Enfin, il y a tout ce qui peut être évoqué autour de l'enseignement d'une manière générale et d'éducation. Et puis après, il y a la réalité de la formation professionnelle où je pense que les choses sont un peu plus nuancées, en tout cas pour l'instant.
Merci. Alexandre Ginoyer, consultant, coach et formateur indépendant. Alors j'ai été très choqué par votre manière d'annuler les organismes de formation qui font moins de 100 000 euros par an, parce que... 1 million, je dis. Ou 1 million. 1 million. J'ai dit un fait. Vous avez dit quoi? J'ai juste donné une information, je les ai pas annulés. Ben, c'était un petit peu, condescendant, enfin je sais pas. Toujours est-il qu'on est très nombreux à intervenir en tant qu'indépendants et à remplir notre mission, je crois. Moi je fais ça depuis 24 ans, j'en vis bien. Alors j'ai la moitié à peu près de ma clientèle en direct, l'autre moitié, je travaille pour des organismes prestigieux comme Collège de Polytechnique ou Sciences Po ou quoi. Et qu'est-ce que je fais? Je crois que la valeur ajoutée des gens comme moi, c'est d'avoir cette indépendance d'esprit, en même temps cette spécialisation sur certains domaines, mais cette capacité à travailler en réseau avec d'autres et sans un chef qui va m'ordonner des choses, sans ce type d'obligation. Donc il y a une intelligence, je crois, qui naît, une intelligence collective du fait qu'on est plusieurs indépendants à coopérer à une œuvre commune et à travailler aussi dans cet esprit-là avec nos clients. Donc il n'y a pas ce rapport qu'on peut trouver, que j'ai pu trouver au tout début de ma carrière lorsque j'étais salarié. Donc voilà, j'ai mon propre organisme, j'ai un petit chiffre d'affaires mais qui me permet quand même bien de vivre et je crois que c'est important de ne pas travailler qu'avec des gros organismes mais de penser aussi à nous qui sommes capables de nous adapter à des problématiques spécifiques et à développer cette intelligence collective, à utiliser les technologies lorsqu'on en a besoin parce que finalement ce ne sont que des outils et rien ne remplace l'intelligence et le pragmatisme aussi, le bon sens. À certains moments il faut aussi être dans le présentiel. Moi, je crois qu'il y a des choses qui se développent comme ça quand les gens se rencontrent, phosphorent ensemble. Enfin, il y a voilà ce contact qui est aussi indispensable. Donc, c'est dans tout ça, en ne refusant rien finalement a priori, dans cette multiplicité d'approches, je crois, et de situations, qu'on va trouver parfois les bonnes réponses. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord avec ça. Enfin, alors, déjà, pour revenir à ce que vous avez dit au départ, moi, je faisais un constat sur le marché. J'ai aucun état d'âme, si ce n'est qu'effectivement, ça reste un marché bordélique, mais je suis acteur de ce marché, je peux pas dire qu'il est structuré. Enfin, je veux dire, c'est un cas d'école comme de marché absolument pas structuré. Et encore une fois, pas qu'en France. Après, dans notre entreprise, nous, on n'a pas de formateur interne, on travaille qu'avec des gens comme vous. Donc, on a 7000 ou 8000, un réseau de formateurs de 7 ou 8000 personnes, hyper spécialisés. Donc, j'ai aucun problème avec ça, au contraire, puisque ce sont les gens avec lesquels on travaille. Donc voilà. Après, ce que vous avez dit, je suis aussi entièrement d'accord. Les rencontres, le fait de travailler avec des gens. Enfin, nous, notre credo, c'est des professionnels qui forment et pas de formateurs professionnels. Et parce que voilà, on prend des experts comme vous, qui ont été managers avant et qui deviennent coachs, qui sont des directeurs juridiques et qui forment en droit, qui sont des journalistes et qui forment d'autres journalistes, etc., etc. Donc tout ça, c'est le. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la multimodalité, les multi-expériences. En fait, ce que je trouve peut-être un peu l'excès aujourd'hui, c'est que l'originalité devient une fin et pas un moyen. C'est-à-dire que, tiens, alors on va faire de la formation management, alors comme on a déjà fait 50, alors cette fois-ci on va prendre des chevaux, la fois d'après on va aller faire le truc avec les paras, faire le parcours du combattant avec les paras, après on va faire du théâtre. Enfin, tous ces modalités d'apprentissage sont très bien, hein, c'est pas, et nous on les utilise aussi, mais c'est un moyen, c'est pas une fin. Voilà. Et c'est peut-être ça aussi je dirais, qui rend le marché un peu compliqué, c'est que certains vendent une modalité et l'expliquent comme une fin. Voilà. Donc là, je suis moins d'accord. Merci, moi je partage assez bien tout ce que vous avez dit, parce que j'ai aussi vécu ce parcours de 30 ans dans votre monde. Pour les jeunes qui veulent entreprendre aujourd'hui, parce que c'est un peu le sujet du jour, je crois, ce qui est le problème que vous posez tous les deux dans vos discussions, c'est est-ce que finalement la formation professionnelle c'est un artisanat ou une industrie? Et deuxièmement, on peut aussi renvoyer, est-ce que on parle de la formation professionnelle comme un marché? En fait, c'est pas un marché, c'est un marché de marché. En fait, on est sur un monde assez extrêmement vaste, comme l'alimentation. C'est-à-dire que l'homme a besoin d'apprendre comme il a besoin de se nourrir, toute sa vie. Donc, si on commence à parler de la formation, il faut la découper en autant de marchés qu'il y a de situations, macro-situations, si vous voulez. Et donc, il y a beaucoup de confusion qui vient de là. C'est-à-dire qu'en fait, avant de travailler sur quelque chose autour de la formation, il faut un peu définir quelle est la partie du marché sur laquelle on se focalise. Et ensuite, quels sont si on peut définir une échelle de valeur, enfin
Voilà, donc ça c'est ça un peu la confusion qui vient souvent de ces questions-là. Mais pour la grande difficulté qu'on vit tous dans ce marché, c'est vrai qu'on attend un peu des solutions miracles de l'industrialisation ou de la standardisation de ces processus qui sont difficiles à venir. Mais on pourrait dire que Wikipédia est une des éléments de l'apport de connaissances et que c'est le Sodexo de la formation. Puis à côté, vous avez la gargote du coin de la rue qui fait des super pizzas. C'est peut-être monsieur ou d'autres. Voilà. On a aussi des artisans de luxe, comme il y a des grands industriels du marché. Didier Roll, Société Goodbye PDF. Vous avez parlé de l'édition de la formation qui allait peut-être à nouveau se rejoindre. Est-ce que pensez-vous du futur du manuel scolaire ou du manuel de formation, du support de formation? Certains, moi, j'entends dire que les MOOC sont le futur des textbooks, des livres scolaires, ou dans l'autre sens, maintenant que l'on peut mettre de la vidéo, des quiz dans des livres numériques, est-ce que pour vous ça a un sens ou... Je suis pas une experte du livre numérique, mais en tout cas, moi, j'ai pigé beaucoup de modalités d'apprentissage, enfin de plans de MOOCs, quel que soit l'éditeur. Je constate que souvent, ça renvoie à des livres, hein, mais des livres, pas des livres forcément très modernes, très digitaux, voilà, c'est bon. Donc ça renvoie souvent à des livres. Ce qui est sûr, c'est que quand on a une démarche d'apprenant, la vidéo, le cours, le texte, tout ça se mélange. Donc, on peut penser quand même que, enfin, moi, je trouve que c'est intéressant dans sa démarche. Skillsoft, ils ont fait beaucoup d'éditions, hein, donc ils ont agrégé beaucoup d'éditions dans leur contenu. Et on peut se demander si Wiley, qui vient d'acheter Cross Knowledge aux États-Unis, n'est pas en train de faire l'inverse, c'est-à-dire d'être un éditeur et d'agréger du contenu en vidéo de formation pour faire un ensemble. Après, demain, est-ce qu'on apprendra en lisant, en écoutant, en faisant des exercices, enfin sûrement un peu tout. Voilà. Donc je pense que il y a une logique. En tout cas, nous, c'est vrai qu'historiquement, on était une boîte d'édition. Et on a commencé à faire de la formation en rassemblant nos abonnés à une revue hyper spécialisée. C'est comme ça qu'on a commencé à faire de la formation. Et aujourd'hui, on fait toujours un peu d'édition. Donc, de toute façon, ce sont quand même deux métiers qui sont extrêmement liés. L'édition nous permet... toujours d'avoir un rapport aux auteurs et à la réflexion sur le contenu un peu différente. Et voilà, tout ça, ça se combine bien quand même. Merci beaucoup. Stéphane.